Je t'aime, J-E-T apostrophe A-I-M-E. Oh, oh, oh. Épisode numéro 3 de Jamais j'y rejoue avec Jean-Charles Matet, le champion départemental de ping-pong en tournante en solitaire. Ah ouais, c'est très dur parce qu'il faut courir Je sais, vite. s'il faut courir vite. Ouais, j'ai une formation par le flash. Voilà. Donc on va vous parler des 30 derniers jours glissants comme d'habitude avec près. nos bonnes expériences ludiques. On en sélectionne 4 chacun et sans plus tarder, le champion il va aller dans la chambre et revenir. Ok. C'est fait. Il est trop rapide, mais il est rapide physiquement. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut réfléchir quand même. Et j'ai prévu de quoi amuser les chats s'ils viennent sur la table. Car on les a laissés dehors parce que l'enquête a dit que vous voulez garder les chats en liberté. Ok, alors, numéro 1. Alors moi, j'ai essayé le jeu Croquignol ou Croconole en anglais. Alors j'en avais beaucoup entendu parler par les... On est une chaîne de jeux experts. Hein. Oui, bah, il est dans le top 100 BGG, top 6 familial. Oui. Non mais, Oui. non mais il est... Moi je joue à tous les top 100. Et alors, il est top 100, il est quelle position? Il est top 5 familial. J'ai retenu ça. Mais il est dans le top 100 et je crois qu'il est 40 et quelques. On l'a pas noté dans les notes. Je ne te crois pas. Mais... Bref. Donc c'est un peu le billard canadien. Alors c'est un jeu d'adresse, un jeu de pichenette. Oui, c'est une sorte de pétanque avec les doigts. Donc c'est assez drôle. Tu as un petit palais, tu tires comme ça, et l'autre, quand l'autre doit jouer son palais, il doit toucher ton palais aussi. C'est les billes, quoi. Tu joues aux billes. Si tu veux. Mais et honnêtement, j'y croyais pas quand les Américains ils en parlaient. Il y a chez Top Down qu'on fait des vidéos là-dessus, il y a différentes personnes. Honnêtement, je me dis, c'est nul, ça ne marche pas, c'est pas un jeu de pichenette. Comment on va jouer Comment on va jouer à ce jeu-là et honnêtement, il était exposé à la Foire de Paris et j'ai joué, j'en ai fait 2-3 parties et honnêtement, c'est sympa. Et donc c'est à la Foire de Paris que tu as trouvé ça? Ouais. Et non mais franchement c'est des grands plateaux, hein, c'est des grands plateaux. Alors j'achèterais pas ça parce que ça coûte très cher, ça coûte plus de 100 €, hein, c'est juste un jeu de Enfin, plus de 100 €, il y a pas mal de jeux de stratégie qui qualifient aussi. Mais là c'est un jeu de pichenette et ça prend de la... Enfin, c'est un meuble en fait. C'est un meuble, oui. Mais c'est-à-dire que c'est en pied? Non, c'est quelque chose que tu poses? C'est un grand plateau. D'accord. Un grand plateau en bois, donc c'est assez agréable comme matière et tout, c'est très agréable à jouer. Ok, alors oui, justement la question c'est quel est le plaisir que tu trouves en fait? Bah, moi déjà je suis nul, donc du coup j'ai fait 0 points contre le mec qui était très bon, mais... C'est un jeu très compétitif, il doit y avoir des championnats. Oui, ouais, je crois que ça existe. Bah, j'imagine. Et ce qui se passe c'est que t'as la sensation de jeu, là c'est agréable parce que tu joues avec du matériel, je sais pas, je pense que c'est plus le côté agréable du truc que dans le jeu. J'en ai pas fait suffisamment pour vous dire pourquoi j'aime, mais je trouve ça agréable. Et je comprends pourquoi il est dans le top 100. Parce que quand tu as ça chez toi, tu y joues régulièrement. Okay. Et alors, pour info, j'avais regardé, du coup, en France, c'est achetable si vous avez regardé ça sur internet dans le passé. Il y a Altrou-Jeux qui en. Je vous mettrai le lien. Parce que je sais pas lire les noms. Alors tu joues. Ah oui, alors tu joues, mais avec une orthographe particulière. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de mode solo, hein, pour ceux qui jouent au mode solo. Bah, sauf pour les champions. Donc, alors, c'est quoi ton numéro 1 toi? Alors moi, mon numéro 1, c'est un jeu français, publié chez Atalia, qui bizarrement n'a pas beaucoup d'effets on n'en parle pas beaucoup, mais à chaque fois que je lis quelqu'un qui en parle sur des forums ou sur Facebook, il trouve ça génial et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est East India Company. Alors, rien à voir avec John Company qui est sur East Indian Company. Oui, mais il y a le thème est le même si c'est beaucoup plus un euro assez sec. Il n'y a pas de roleplay, c'est pas un jeu d'ambiance. Donc c'est un jeu économique et de manière macro, on va aller acheter des biens en Asie et on va les revendre en Europe. On va gérer des compagnies on va acheter des parts dans sa propre compagnie ou dans les compagnies des autres. Les cours des parts vont augmenter ou baisser en fonction des actions des joueurs. C'est un peu comme un 18x6. Oui.
on affrète des bateaux, on va acheter des bateaux de tour en tour avec un système de placement d'ouvriers qui permettent de faire différentes actions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un système très malin d'ordre d'achat. Il y a 3 lieux sur lesquels on va programmer des achats et un seul lieu qui est Londres, le marché londonien sur lequel on va vendre. Et l'initiative d'achat va être en fonction de la vitesse de ces bateaux. Mais plus les bateaux sont rapides, moins ils vont pouvoir transporter de marchandises. Et on va se mettre sur différents lieux. Il y a 3 lieux et les biens qui sont vendus sur ces 3 lieux sont différents, mais il y a des intersections. Mais par exemple, le café, il n'y a qu'un seul endroit. L'écume blanche, je ne sais plus ce que c'est. Et le coton, le cumin et le café, c'est un endroit séparé. Et sinon, le thé, c'est dans toutes les régions. Voilà. Et il y a vraiment, c'est un jeu extrêmement interactif, assez violent sur l'initiative et les achats, parce qu'il va y avoir un cours des marchandises qu'on achète en fonction de plus les gens en achètent, plus ça va coûter cher, et à l'inverse, plus on en vend, moins on va les vendre cher. Et ça joue sur 5 manches. Et effectivement, comme tu l'as dit, ils ont emprunté c'est un Français, hein, c'est Pascal Ribro, qui apparemment avait fait Virtu, je crois, auquel j'avais pas joué. C'est très inspiré de la mécanique économique des 18xx. Ouais, c'est même clairement écrit dans la règle. Ouais, mais en ce qui me concerne, justement, et c'est mon goût à moi, ils ont éliminé toute la partie que je n'aimais pas dans les 18xx, qui était la partie réseau puzzle, qui est puzzle visuel, où on va essayer de trouver la tuile qu'il faut, on va passer pas mal de temps à essayer d'optimiser son meilleur chemin. Là, il n'y a pas du tout ça. Et ça en fait un jeu qui est plus court, et beaucoup plus épuré dans la partie économique. Et ce qu'il a remplacé, la gestion des bateaux et des initiatives de bateaux, est extrêmement malin. Ouais, et un truc, c'est, moi je l'ai acheté, je l'avais mis en une alerte sur Ocasio comme je l'ai fait. Le jeu, personne ne le vend parce que j'ai jamais eu d'alerte sur ce jeu alors que je l'ai pas enlevé l'alerte. Ouais. Donc c'est les gens quand ils l'achètent, ils le gardent parce que c'est un bon jeu. Étonnamment, c'est un jeu qui fait pas beaucoup parler de lui, alors qu'il est excellent. Alors c'est effectivement de la famille de jeux économiques. Ouais. Il va falloir que j'aille ramasser les stylos. Ça marche pas chaque fois. C'est pas un chien. Bref, okay. Mais en tout cas, non mais franchement c'est un jeu que du coup c'est moi qui te l'ai présenté. Oui. Et c'est vraiment la dernière manche, on peut vraiment. Oui. En fait, il y a une construction, une espèce de construction de moteur. En tout cas de mise en place de ces bateaux, etc. Pendant 4 manches. Et la 5e manche, il n'y a pas de nouveauté et on va utiliser tout ce qu'on a fait. Et cette 5e manche, parce que je connais Yoel de la chaîne First Player avec qui j'en ai discuté, disait il y a peut-être une manche de trop. Et en fait, c'est cette manche de trop, qui pour moi n'est pas du tout une manche de trop, qui permet de faire des comebacks. Et typiquement dans la partie qu'on a faite, je suis vraiment à la traîne pendant 4 manches. Et la 5e manche, on a joué à 3, il y a eu un effet aussi de king-making, c'est-à-dire que 2 joueurs se sont opposés, moi j'étais l'outsider, donc on ne s'est pas occupé de moi. Et ça m'a permis de faire un comeback absolument fracassant et j'emporte la partie. Ouais, et sans cette 5e manche, parce qu'on s'est battu, il n'y a pas ça. Parce qu'il était seul sur le café et il a contrôlé le marché du café. J'ai créé un monopole de café. Et tu as créé le marché, tu avais créé la vente et la... Ouais. Donc pour moi les 5 manches sont indispensables et le jeu est réellement... Et il se joue globalement en 2 heures. Oui, alors un joueur avait fait beaucoup d'analyse paralysis et donc nous on l'a joué en 4 heures. Mais d'ailleurs il faut qu'on en refasse une parce que je suis en post-traumatique stress là. Avec des joueurs normaux c'est 2 heures. Oui, 90 minutes à 2 heures. Voilà, donc moi mon jeu d'après c'est Architecte du Royaume de l'Ouest. Alors, donc c'est simple, c'est une pose d'ouvrier exponentielle. Non, c'est linéaire. Oui, alors exponentielle, c'est quand vous en avez 1, vous récupérez 1, quand vous en avez 2, c'est 2, 3, c'est 6. Là, c'est 1, c'est 1, alors, 2, c'est 2, 3, c'est 3. Tout le monde dit exponentielle parce qu'on ne connaît pas les maths. Je pose un ouvrier que je laisse sur le plateau, je gagne 1 caillou, j'en pose un deuxième, je gagne 2 cailloux. Oui, parce que les ouvriers, tu l'as dit, restent en place. Et du coup, des fois, on peut se retrouver avec... Allez, je pose un truc, je gagne 6 cailloux, c'est cool. Par contre, ça vous dire c'est un peu trop fort et ça. Et là, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'ils ont créé un système d'interaction où un joueur peut envoyer les autres joueurs en prison.
Donc ils ramassent tous les ouvriers d'un lieu et ils les font en prison. Alors, donc ça c'est un peu drôle, ça crée une interaction. J'aime bien les jeux avec interaction. Et donc sur le jeu, alors là je vais vous parler de toutes les extensions parce que... Alors je peux juste glisser un commentaire. Moi j'ai joué au jeu de base, je ne jouais qu'au jeu de base et je trouvais que l'idée était bonne, mais dans la réalisation, après il y a de la gestion de contrat avec les ressources qu'on reçoit. Soit on va faire de la cathédrale, faire des... Oui, il y a deux manières de scorer qui sont faire une cathédrale où là c'est tout le monde est dessus et l'autre c'est des bâtiments qui sont des cartes qu'on va récupérer. Et je trouvais que le jeu, l'idée était bonne, l'implémentation n'était, mon ressenti n'était pas moins fun que ce à quoi je m'attendais. Oui. Alors Shem Phillips, celui qui fait ces séries de jeux, quand il crée un jeu, il prévoit toujours 2 ou 3 extensions avec chacun d'eux. Et donc du coup, il prévoit des jeux quasi incomplets, je pense, bien que celui-là est quand même dans le top 100 sans les extensions. Mais avec les extensions, il monte de plusieurs niveaux et je ne jouerai plus jamais ces extensions. Donc la première, c'est l'âge des artisans, qui te donne juste un mec hyper fort. Quand tu le poses, il compte comme 2. Donc ça fait un petit boost. Boost. Mais c'est à peu près... Et ça rajoute des ornements et des... C'est-à-dire dans la boîte, tu as juste un meeple en plus? Non, quelques cartes. Et donc tu as aussi des ornements qui t'améliorent tes bâtiments ou des outils qui améliorent tes cartes. Un peu plus de variabilité, quoi. Mais c'est pas ça qui va changer le jeu. L'autre extension qui, je pense, est vraiment essentielle, s'appelle l'âge des merveilles. Là, du coup, il va y avoir des merveilles. C'est des genre la statue de la liberté, des trucs en bois. Que quand on les construit, on les pose au milieu du plateau. La statue de la liberté en bois au Moyen-Âge. Oui. Ok. Oui. Oui, non, mais c'est. Non, peut-être qu'elle est en bronze. Non, elle est en cristal. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup plus réaliste. Oui, non, mais c'est des trucs qui ressemblent à des monuments connus. D'accord. Mais. Et donc, du coup, quand on pose ce bâtiment-là, quand on y va, ça considère comme un ouvrier. Enfin, ça nous aide à monter notre. Donc, ça vous dire, s'il n'y a que ça ne change pas grand-chose. Mais il y a surtout une princesse et un profiteur qui seront des meeples. La princesse. Hein. Et le profiteur. C'est des gens qu'on pose sur la carte. Et quand on va sur le lieu où il y a la princesse, on peut participer à la construction de la cathédrale qui nous donne des bonus. Par contre, quand on participe à la construction de la cathédrale, du coup, quelqu'un pourra construire la cathédrale pour moins cher. Parce qu'elle coûte elle coûte peut-être 15 bois. Donc 15 bois tout seul, c'est compliqué. Mais quand on a donné plusieurs fois, 5 fois 10 bois, bah, du coup, ça coûte que 5 bois pour la confort. D'accord. Donc il y a la princesse qui nous donne des bonus quand on va chez elle. Et tu as le profiteur qui nous fait monter sur une nouvelle piste, la piste d'influence, qui nous permet de comment ça s'appelle, d'influencer, de gagner, et qui nous payer des ressources en moins et avoir différents bonus. D'accord. C'est un peu un équivalent du marché noir. Voilà. Par contre, quand toute la carte comment ça s'appelle, pour donner pour les merveilles sont pleines, ça déclenche le marché noir, ça déclenche le reset du marché noir et du coup les gens vont en prison. Et du coup, il faut savoir qu'il y a des événements timés dans le jeu où globalement toutes les personnes qui sont dans le marché noir vont en prison. Exactement. Et alors dans le jeu de base, au bout d'un moment, le marché noir reste bloqué parce que plus personne n'a intérêt d'y aller. Enfin, on a intérêt d'envoyer un ouvrier. Mais les punitions pour être en prison ne sont pas redéclenchées. Là, il se produit des fois, vu comment ça s'enchaîne, des fois 3 déclenchements de marché noir en un tour. Enfin, et du coup, c'est beaucoup plus interactif. Tu dois beaucoup plus te prendre la tête sur je vais chez le profiteur. Par contre, quand je suis chez le profiteur, je vais aller en prison. S'il y a un déclenchement de marché noir et que je suis majoritaire à côté de la princesse, je vais avoir un autre bonus. Et ces bonus-là changent. Et les bonus... Il y a plus d'options, plus d'interactions. Et le marché noir est vraiment, genre, sur une partie de jeu de base, on va dire, c'est 5 fois. Là, c'est 12 fois. Donc du coup, ça rend la truc beaucoup plus tendu. Ok, donc le jeu plus tendu, plus interactif, donc potentiellement plus fun. Ouais, moi, clairement, il a monté... T'aimais déjà bien le jeu de base? J'aimais bien le jeu de base, mais il manquait quelque chose. Il manquait un petit truc pour, je trouve, vraiment fun. Là, il flirte le top 10, tu vois.
D'accord. Et alors, moi j'ai une question subsidiaire, parce que donc Shane Phillips, cette série de Architectes des Royaumes de l'Ouest, enfin Architectes, Paladins, Vicomtes, c'est des toutes petites boîtes. Ouais. Comment tu fais toutes les extensions rentrent dans la petite boîte? Alors, non. Mais alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait une big box. C'est malin. Et du coup, qu'ils te vendent. Qu'ils vendent nos big box. En plus? Oui, il faut payer la big box. Combien en vaut? À vos 10 balles, 12 balles, je sais pas. Ah oui, c'est tout? Je crois, je sais plus. Je sais pas. D'accord. Mais concrètement, alors un truc qu'il faut savoir, c'est que maintenant, ce qu'ils ont fait sur les nouveaux jeux comment ça s'appelle, des voyageurs du Tigre du Sud. Ben là, vu qu'ils savent qu'ils vont faire toutes les extensions à chaque fois, ben ils ont vendu directement dans une grande boîte, comme ça tu pourras mettre toutes les extensions. Oui. Parce qu'ils ont déjà prévu. Alors moi j'aimais bien l'esprit des petites boîtes. Ben moi aussi. Et voilà, donc ça c'est un peu un trade-off, mais vu que j'ai tout pour Architectes Royaume de l'Ouest, mais tout, même les cartes promo. Donc voilà, donc j'ai tout rentre dedans. Ok. Donc et toi, c'est quoi ton deuxième jeu? On a bien timé la pause, comme vous voyez, j'ai fait un reload pour le chat et il est plus là. Donc, deuxième jeu pour moi, c'est Alerto, qui est un jeu d'Uwe Rosenberg. Et je dois avouer à ma grande honte que c'est mon premier Uwe Rosenberg, c'est-à-dire que je n'ai jamais joué à Agricola, Le Havre, tout ça. Et donc tu as plein de découvertes devant toi. J'ai plein de découvertes devant moi et Alerto, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers assez difficile où on va placer des ouvriers sur un marché d'actions. Il y a 16 actions possibles qui vont permettre globalement de récupérer des ressources. Ces ressources vont permettre d'avancer sur une piste, qui est les maisons qui vont glisser. Et aussi, au cours du jeu, on va récupérer des cartes. Ce sont les deux axes de scoring. L'avancée sur cette piste qui va de manche en manche, il y en a 6, permettent de marquer des points mais aussi de débloquer plus d'ouvriers pour la manche suivante. Et les cartes vont apporter soit des bonus en ressources, soit des moteurs de production qu'on va déclencher au début de chaque manche. Alors, il y a plusieurs aspects qui sont vraiment chouettes. Le premier aspect, c'est le marché d'actions. En fait, globalement, sur les 16 actions, la première fois qu'on y va, ça coûte 1 ouvrier, la deuxième fois, ça coûte 2, la troisième fois, ça coûte 3. Donc plus l'action, on y va, plus elle est chère, donc c'est une espèce de marché d'actions. Et il y a des actions qui ne sont pas répétées dans le marché, donc, oui. Donc on se bat. Il y a un peu de recoupement, mais globalement, il y a certaines actions qui sont vraiment... Par exemple, pour avoir de la laine de mouton, il faut aller à la tonte. Voilà. Et au début de chaque manche, en fait, on va supprimer la première ligne de chaque action. C'est-à-dire que si les joueurs ils sont allés 3 fois, on va supprimer 3 ouvriers, ce qui veut dire qu'à la manche suivante, pour déclencher la première fois l'action, il faudra payer 3 ouvriers et il n'y aura qu'un seul joueur qui pourra y aller. Il n'y aura qu'un emplacement. Voilà. Donc en fait, il y a un système comme ça de bourse qui est hyper serré, ouais. Du coup, et hyper tendu, hyper interactif. On surveille de quoi ont besoin les joueurs. Donc ça c'est le premier aspect qui est vraiment chouette. Et au fur et à mesure des manches, en théorie, si on se démerde bien, on va avoir de plus en plus d'ouvriers, ce qui va donner accès quand même aux actions plus chères. Mais après, il y a quand même le fait que des fois, ce qui peut être un peu... par exemple, il y a 3 choses. Il y a 3 actions qui sont bloquées et qui sont sur que 3 cases différentes. Sinon, il y a des gens, sinon ça peut se répéter. Donc il y a des cases qui sont vraiment prises d'assaut. Oui. Et typiquement la tonte, parce qu'on va pas rentrer dans le détail. Et des fois, si quelqu'un nous la prend. Ah oui. C'est le jeu comme plusieurs postes d'ouvriers, mais là il y a vraiment une gestion de ressources qui est tendue. Où quand quelqu'un se met au spot qu'on voulait, j'ai entendu. Oh putain de merde. Comme ça. Mais le gars qui s'effondre. Donc on est loin des jeux très permissifs récents, type Tiletum, etc. Voilà. Bon, il y a vraiment des coups. Oh putain, c'est pas possible. Donc il y a des fois c'est la même ressource. Au lieu d'en avoir 6, on n'en aura que 3. Bon, c'est pas très grave, ouais. Mais c'est alors, deuxième mécanisme qui est hyper intéressant, c'est la gestion des champs. Au départ, on démarre avec 3 champs. En fait, on a une grille de champs. On va avoir un champ par colonne. On peut en avoir de 3. Puis on commence avec 3, on peut aller jusqu'à 8. Et chaque champ va avoir une productivité. Et globalement, quand on plante le champ, on va récupérer un nombre de ressources plantées qui est équivalent à sa productivité du tour. Et si on l'a planté, quand il produit, sa productivité baisse pour le tour d'après, et si on ne l'a pas planté, sa productivité va augmenter
pour le tour d'après. Donc il y a le principe de jachère en fait. Exactement. Et c'est à la fois hyper thématique Et en et plus, à la ça fois, marche. et à la fois hyper malin parce que on n'a pas du tout intérêt à planter tous ces champs en même temps parce il y a une gestion de timing on peut acquérir de nouveaux champs, on plante les champs et ensuite on jongle avec les champs jachères et les champs qui produisent. Exactement. Et des fois, vu que tu as beaucoup de ressources autour d'avant, tu n'as pas forcément besoin d'entendre. Oui. Enfin, il y a toute une gestion de stock. Il y a des actions qui permettent de récupérer des champs ou de monter des champs pour qu'ils soient plus productifs, etc. Troisième élément du jeu, qui est à la fois un point fort et un point faible, c'est les cartes. Vous avez 4 pioches de cartes, 2 pioches qui vont vous permettre d'avoir des kickstarts de ressources qui sont faciles à obtenir. Globalement, pour jouer une carte, il faut soit dépenser des ressources, soit avoir une condition, Genre avoir tant de blabla. ou tant de champs, aucun champ qui n'est pas planté, ce genre de choses-là. Ensuite, Autant de moutons que de champs. voilà, un peu, ouais, parfois c'est assez ésotérique. Si la racine carrée de la somme des lettres de ta mère. Non, c'est pas aussi. Non, mais C'est pas Earth, hein. c'est pas Earth. Mais bon, on n'est pas loin, thématiquement, ça n'a aucun sens. Donc vous avez 2 pioches qui sont comme ça. Vous avez une pioche uniquement de cartes qui vont vous faire des moteurs en début de tour de production de ressources et qui vont avoir des points de victoire. Et vous avez une pioche uniquement points de victoire fin de partie, généralement plus gros, avec beaucoup de dépenses pour les obtenir. Alors, on en a au début de la partie, les Kickstarter et des points de victoire fin de partie. Ça donne des directions. On va avoir l'occasion, il y a des actions qui permettent de piocher des cartes. Qui permettent aussi d'être premier Voilà. joueur, donc c'est pas mal. Oui, ça donne, ça rajoute du fun à un jeu qui serait sinon peut-être très sec. Ouais, et on ferait toujours la même chose. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'interactions, donc pas forcément toujours. Oui, mais on aura un truc un peu guidé. Pour l'instant, j'ai fait que 2 parties. La troisième est probablement cet après-midi. Il reste à déterminer s'il n'y a pas un facteur trop important de chance au tirage des cartes. Il y a certaines cartes, c'est facile au départ de les réaliser, et donc ça donne un kickstart et ça permet de lancer sa partie. Et il y a d'autres cartes qui sont plus difficiles, et quand vous avez ces cartes plus difficiles et que vous voyez les autres jouer, on se dit mais voilà, moi j'ai pas eu de chance. Faut pas hésiter à aller chercher les cartes. Exactement. Par exemple, je donne un exemple. Si vous avez fait une stratégie mouton pendant plusieurs tours parce que vous aviez une carte qui disait ayez 16 moutons dans le genre, 16 laines, parce qu'il faut des moutons, il faut des laines. Le tour d'après, on vous dit ayez beaucoup de champs, vous n'aurez pas beaucoup de champs parce que vous avez fait des moutons. Donc c'est dur de. Alors que si vous piochez la carte qui est en rapport avec les moutons, du coup vous allez tout de suite la scorer. Donc après, c'est pas très grave, Voilà. on s'amuse. Hein. Alors, ces cartes rapportent du fun, c'est clair. Et des points. Et des points. Ça donne un axe stratégique parce que vous avez vraiment des points à faire sur les cartes et des points à faire sur l'avancée de la piste de votre plateau personnel. Donc reste à voir si le hasard se lisse. Alors moi, un jeu auquel ça m'a fait penser, même si le thème est très très loin, c'est J'attends. C'est à chaque fois il me fait des comparaisons que je ne sais pas de quoi il parle. Underwater Cities. Non. Bah, en fait, pourquoi? Parce que vous avez un placement d'ouvriers qui est super tendu. Oui, mais Derrière- il n'y a pas 37 emplacements. Attends. Derrière, tu as des cartes qui te permettent soit d'avoir des actions one time, soit des cartes de production. Ok. Ouais. Et derrière, une fois que tu as géré tes ressources, Mais les cartes ne déterminent pas où tu joues. à Underwater Cities non plus. Ça peut influencer. Enfin, J'ai dit que ça m'y fait penser, j'ai pas dit que c'était le d'accord. même jeu. Et derrière ça, en fait, une fois que vous avez vos ressources, il y a peu d'interactions, ça se joue sur son plateau personnel. ouais, Donc, mais c'est je dis pas que c'est le même jeu du tout, je dis que moi les sensations de jeu étaient assez proches. Parce que pareil, tu peux avoir un aléa sur les cartes que tu pioches. Oui, mais ça a pas. Enfin, c'est pas très grave dans Underwater City. Enfin, J'ai pas assez d'expérience sur Underwater City, mais je te dis, j'ai eu des sensations qui étaient proches, à part le fait qu'on tond des moutons plutôt qu'on construit des cités sous-marines. quoi. Oui, mais ce qui se passe, c'est que comment ça s'appelle dans ce jeu-là, dans Alerto, tu peux faire toute partie, tout le jeu, sans jouer une carte. Tu peux faire tout le jeu. Oui, mais tu peux perdre. Bah, A priori, pour gagner, il faut être fort sur les cartes et sur l'avancée de cette on est d'accord, mais là, ce qui se passe, c'est que là, tu es obligé de jouer une carte en même temps que tu joues ton truc. Le mécanisme est un peu différent. Je vois pas du tout. Placement d'ouvriers punitif, gestion de ressources, il y a des cartes, moteur de cartes, et ensuite on se développe dans son coin. Voilà. C'est irréfutable. Et d'ailleurs, si tu avais raison,
j'aurais tort et on sait bien que c'est pas possible. C'est vrai. J'aimerais bien un jour avoir tort pour pouvoir prouver que je peux l'admettre. On va y travailler. Alors, On en toi, parlera dans la prochaine vidéo si on a trouvé un exemple. toi, ton troisième jeu, Alors moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, il s'appelle Age of Steam. je connais pas. Alors, c'est un jeu de Martin Wallace. Oui, C'est de pas Mar- marqué sur la boîte. Ah oui, alors ça, c'est des problèmes de... Parce qu'il a créé un autre jeu qui s'appelle Steam, il n'avait pas le droit, et du coup, enfin bref, c'est des problèmes juridiques. Problèmes d'éditeur, d'édition, de changement de maison d'édition. Et après, maintenant, ils ont mis un autre nom sur BGG qui a peut-être un peu participé. Mais la personne qui a créé, développé le jeu pendant 20 ans, c'était connu que c'était lui, c'est Martin Wallace. Donc, jeu de Martin Wallace. Donc, c'est un jeu où on va créer un réseau de trains et on va faire du pick-up and delivery. Donc, on va prendre des cubes jaunes pour les mettre amener dans des villes jaunes. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de thème sur les couleurs des cubes, c'est juste. Enfin, il y a des maps aussi, mais enfin bref. Donc le jeu, c'est très simple. On va prendre des prêts, enfin des actions, parce que c'est des prêts non remboursables. On va émettre des actions. On va émettre des actions, on va avoir 5 euros. Et après, il va y avoir une enchère ultra tendue au début de chaque tour qui va déterminer l'ordre du tour et un super pouvoir, une action améliorée qu'on va avoir pendant ce tour. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais une partie peut se gagner ou perdre. Enfin, toutes les parties se gagnent ou perdent quasiment là-dessus. Donc c'est vraiment un très bon. C'est un jeu d'enchères. Donc on sait exactement combien les gens ont d'argent devant eux. Ils ne peuvent pas faire un prêt après comme dans Steam ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment tendu. On dit je parie 17 parce que je sais qu'il a 16, donc je sais que je serai premier. Enfin, Mais on peut aussi perdre parce qu'on enchérit trop. Exactement. Parce que si on enchère trop, après on peut pas faire l'action, on peut pas mettre améliorer son réseau et on peut perdre. Enfin, bref. Donc ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que pendant tout le jeu, donc on fait du pick-up and delivery, on augmente ses revenus, puis on paye ses coûts. Pendant les 2 tiers du jeu, on perd de l'argent. Donc à la fin, la première manche, tu dis ok, tu dois 3 euros. Ouais. Tu payes 3. Deuxième manche, Globalement, à la fin de chaque tour, on doit payer des dividendes quand on a émis des actions. Et on ne peut pas faire autrement qu'émettre des actions parce qu'on a besoin d'argent. et on doit aussi payer ses coûts d'entretien de sa locomotive, on doit payer différentes. Oui, puis il y a un coût. Oui, il y a une réduction de bénéfices. De toute façon, plus on a d'argent, il y a une espèce d'impôt en fait. Oui, mais ça c'est après qu'on a payé ses revenus. Oui. Donc on court toujours derrière l'argent et donc du coup il faut planifier ça aussi au début quand on prend son argent, car si on n'a pas assez d'argent, ben on baisse son niveau de revenu. Si on arrive à 0 en revenu, on est éliminé parce qu'on fait banqueroute. C'est un jeu qui est assez vieux, je crois qu'il date de 2002, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près, ouais. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça de nos jours. C'est qu'un joueur peut être au milieu de la partie, éliminé de la partie. Oui, moi ça m'est déjà arrivé sur la map de Seattle. Du coup, j'ai été éliminé au genre de la 3e manche. Du coup, On peut faire banqueroute. Du coup, j'ai été faire un autre jeu. Donc c'est un jeu qui est très punitif et on peut être puni à la fois par les autres joueurs. Typiquement, pour survivre, il faut qu'on chope cette ressource et qu'on la livre à tel endroit parce que ça va générer du revenu et on a absolument besoin de ce revenu. Si un autre joueur nous la pique, on est mort. Et on est mort parce que le jeu joue contre nous en fait. Exactement. Donc il y a vraiment il y a 2 adversaires, les autres et le jeu. Voilà, donc ce jeu il amène à vouloir faire plein de choses. C'est le jeu avec le plus d'extensions sur BGG. Il en a à peu près plus de 200. Oui, les extensions en fait c'est des maps différentes. Donc une fois qu'on a le jeu de base, on peut racheter des maps et ce qui est bien, c'est que même avec l'édition Deluxe qu'ils ont fait, on peut prendre des anciennes maps et donc tout est compatible. Ouais. En fait, les maps, ça va changer la géographie. Donc, typiquement, les réseaux qu'on peut construire, sachant que vous allez avoir c'est les montagnes où ça coûte plus cher, par exemple, ou des zones où on ne peut pas aller, ou etc. des rivières, etc. Et vous avez éventuellement pour certaines maps, des règles additionnelles. Par exemple, je donne un exemple simple. Il y en a, on joue dans le sud américain et on a des champs de coton qui sont répartis. Donc quand on lève des champs de coton, on gagne un peu plus d'argent. Mais à partir de la manche 4, c'est l'abolition de l'esclavagisme. Oh. Donc du coup, il faut payer 2 de plus de revenus. Donc du coup, c'est genre, ok.
Du coup, c'est. Donc tous les joueurs le regrettent. Exactement. Et c'est genre, oh mince. Non, mais c'est une map auquel je pensais, Ouais. avec un exemple assez simple à expliquer. Il y a des maps où, par exemple, quand on livre de l'or, on peut rembourser un prêt. D'accord. Donc il y a différents. Et juste pour ceux qui aiment la Cerda a commencé en développant des maps pour Edge of Steam. Donc si vous voulez jouer à un Lacerda qui est avec peu de règles, jouez à Edge of Steam. Et alors, juste, on approfondit un petit peu parce qu'on a fait un épisode consacré au 18xx. On a parlé un peu d'Edge of Steam. Je ne veux pas reparler de 18xx, mais à combien ça se joue Edge of Steam? De 1 à 8, Non, mais bien. ça dépend des maps. Ça dépend. Et donc, il y a des maps pour 2. Il y a des maps pour 1, des maps pour 2, des maps pour 3. D'accord, donc ça se joue à tout le nombre de joueurs. Concrètement, si vous avez Edge of Steam, en général, déjà dans la boîte de base, il y a des maps pour à peu près pour tous les niveaux, pour tous les nombres de joueurs jusqu'à 6. Parce qu'il faut des pions en plus pour jouer à 8. Il n'y a que 2 maps qui se jouent à 8, hein, donc il faut les avoir achetées spécifiquement. Après, il y a un site internet qui répartit toutes les maps et le niveau de difficulté et le nombre de joueurs idéal. Donc moi, ce que j'ai fait dans ma boîte, j'ai imprimé une partie de ce tableau pour les maps pour les cartes que j'ai. Du coup, je joue à 3. Ah bah tiens, on va jouer à. C'est long une partie? Ça se joue en 2 heures. D'accord. C'est pas. Après, c'est pas très long. Et, le mode à 2, c'est très intéressant. C'est presque un autre jeu. Mais on peut même être banqueroute tour 1 si on fait des conneries sur la map de joueur. Non, mais c'est vrai. Donc l'autre gagne automatiquement. Oui. Oui, dès que t'as. Donc ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est l'analyse du début de partie. Ça, j'ai pas dit. C'est parce que en fonction de où sont les ressources, comment les ressources arrivent, parce que on sait où les ressources vont arriver, parce qu'on sait que dans la ville numéro 3, elle va produire ça, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Ça va arriver de manière aléatoire, donc il y a un jet de dés. Mais on sait, globalement, vu qu'il y a beaucoup de jets de dés dans la partie, on sait que ça va arriver, on ne sait juste pas quand c'est. Et donc c'est juste, il y a une gestion, il y a une stratégie sur ça, ah tiens, je vais me mettre là, je sais que je vais avoir du bleu, donc je vais commencer mon réseau vers une ville bleue pour qu'au tour 4, je vais faire une livraison de 6. Et ça, c'est assez cool quand on y arrive, quand on se fait pas baiser. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc ça, voilà. Ok, donc c'est à moi. Mon troisième jeu, c'est Puzzle Strike 1. Alors on a fait une vidéo sur Puzzle Strike 2. Alors c'est Puzzle Strike 1, 3ème édition. Oui, il y a eu 3 éditions apparemment. Donc, du coup, il y a eu une deuxième aussi. Oui, du coup ils ont fait 3 et après ils font 2. Voilà. Donc c'est Puzzle Strike 1, 3ème édition. Donc on a fait une vidéo consacrée à Puzzle Strike 2, je ne connaissais pas Puzzle Strike 1, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, j'y ai joué, et en fait Puzzle Strike 1 est beaucoup mieux que Puzzle Strike 2. C'est une sorte de Dominion avec une notion d'opposition directe et de combat. Donc voilà. On a un marché fixe, déjà c'est une des premières grosses différences avec le Puzzle Strike 2, où les cartes, en fait, ici c'est des jetons, des jetons, des chips, bag of chips. Les jetons vont avoir un coût comme à Dominion. Avec Packet Chips qui est un jeu de Théo Rivière, ça n'a rien à voir. Les jetons ont une valeur qui est liée à leur puissance. Donc déjà, il n'y a pas d'aubaine là-dessus. On fait une banque de jetons, de 10 jetons possibles, il y en a 5 par jeton. Et on a un mécanisme de tableau personnel où quand on a plus de 10 en valeur de gemmes d'attaque, on va perdre. Donc le but, ça va être d'attaquer l'autre avec des gemmes. Les gemmes qui vont pouvoir aussi permettre d'acheter des jetons. Et vous mettez les jetons que vous avez dans votre sac, vous les piochez et vous faites des combos d'action. Donc il y a un côté Dominion de plateau fixe, de back building, au lieu d'être des cartes, c'est des jetons. Avec une notion d'interaction directe qui est beaucoup plus présente que dans les premiers jeux de Dominion. Alors je dois dire que Dominion, moi j'avais joué aux premières boîtes, il y a eu Wattmill extension puis, peut-être qu'ils ont introduit des mécanismes d'attaque et d'interaction directe. Mais là c'est vraiment un combat. Là c'est vraiment, un combat. On cherche à tuer l'autre en fait, donc c'est vraiment du combat. Et il y a aussi justement quand on se fait attaquer, il y a des possibilités de réaction. Et donc les gemmes qu'on va acheter, les jetons, vont à la fois servir à jouer pendant son tour ou à réagir aux attaques de l'autre.
C'est un jeu qui apparemment se joue de manière très compétitive. Il y a une appli sur Steam, il y a une appli sur Apple Store, mais malheureusement pas sur Android. Moi j'aimerais bien y jouer sur Android. Et surtout, alors autant dire que moi j'aime beaucoup. C'est Dominion, donc c'est bien. C'est Dominion, ça joue effectivement de 2 à plus, mais je pense que ça joue qu'à 2. Non, ça joue pas qu'à 2. Ah bon? Mais il brille à 2. Comme Puzzle Strike 2 alors. Oui, comme Puzzle Strike 2 et oui, comme pas mal de jeux de combat en fait, oui, de duel. Contrairement à Puzzle Strike 2, là on voit le combat. Là, on se fait beaucoup, les tours des autres étant beaucoup plus courts, oui. On s'emmerde pas pendant le tour des autres. Parce qu'on va accumuler des gemmes dans sa pile, mais ces gemmes, il n'y a pas cette notion de des gemmes qui vont avoir des couleurs et il faut réorganiser ces gemmes pour les balancer et il y a un puzzle à résoudre pendant son tour. Alors, là, toutes les gemmes ont la même couleur, on peut les combiner et les envoyer, ce qui fait que ça fait des tours beaucoup plus courts pour chaque joueur, donc il y a beaucoup moins de temps d'attente et en fait il y a plus de tours de jeu souvent, ce qui fait qu'on a beaucoup plus le temps de construire un deck. Bref, le jeu est beaucoup plus stratégique et technique. Par contre, il y a un grand regret, il n'y a pas de sceptre. Il n'y a pas de sceptre au premier joueur. Non, mon grand regret, c'est le fait que ce soit des jetons plutôt que des cartes. Moi j'aime bien ça. Parce que je trouve que ça crée c'est moins fluide. Le fait de mélanger ces jetons, de les piocher et de les retourner, c'est beaucoup moins simple que de piocher 5 cartes et de les regarder, quoi. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, parce que sinon on leur aurait dit mais c'est Dominion. Ceci dit, ça change pas grand chose. Mais alors, non, mais on lui aurait dit c'est Dominion ton jeu. Oui, non. Je vois pas ce que le support change à cette observation. Mais il se trouve que c'est pas Dominion, que ce soit des jetons ou des cartes. Et il y a une version print and play où on pouvait imprimer des cartes. Sur le site de Searling Games aujourd'hui, ils ont déréférencé Puzzle Strike 1 au profit ou au détriment de Puzzle Strike 2. Et je cherche, si vous savez où je peux trouver, cette version print and play pour le transformer en jeu de cartes. 2 avantages, donc cette manutention qui rendrait le jeu beaucoup plus fluide et ça rendrait le jeu beaucoup plus portable parce que le jeu de cartes serait vraiment très minimal en termes de taille plutôt qu'avoir une grosse boîte qui a la taille des cartes des boîtes de Dominion en fait. Mais Searling Games ils aiment bien les grandes boîtes. Oui, mais là ça se justifie vraiment pas et voilà. Je comprends. Donc c'était mon 3e jeu. Alors moi je vais jouer le 4e, c'est un jeu que Joël m'a présenté, ça s'appelle Igizia Shifting Sands. Donc alors c'est pas un placement d'ouvrier, c'est un placement de bateau. Oui. Et donc on descend dans le Nil et donc on peut mettre toujours son bateau un peu plus bas que son propre bateau précédent. En aval. Voilà, donc ça c'est assez drôle, c'est un peu comme si c'était une rondelle sauf qu'on tombe pas en rond. Et oui, non mais oui, mais j'aime bien. Non. D'accord, c'est pas grave. Okay. Et c'est pas une rondelle. Voilà. Alors du coup, d'un côté de la rivière, on a des cartes qui améliorent nos actions ou nos productions. De l'autre côté, on a des actions standards qui vont changer d'un tour sur l'autre. Oui. Alors, tu me permets de faire une overview. On va jouer un certain nombre de manches. À chaque manche, on va avoir 3 opportunités de construction de merveilles. Ou des pyramides, un truc dans le genre. Voilà, pyramides, obélisques, statues, etc. Et qui vont dépendre des endroits où on va se placer. Et c'est comme ça qu'on va marquer des points de victoire. Et en fait, pour construire, il faut à la fois de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, faut la nourrir et il faut des pierres. Donc, il va y avoir une gestion de ressources. Et les différentes actions. Des esclaves. Voilà. Oui, il y a un contremaître. Les différentes actions qu'on va faire vont nous permettre de développer la force de la main-d'œuvre, le nombre de pierres qu'on extrait à chaque tour et en fait comment on nourrit sa main-d'œuvre. Ou sinon, on va avoir des réductions de points de victoire. Et ces emplacements vont aussi permettre il y a des emplacements de construction de ces merveilles qui sont en nombre limité par rapport au nombre de joueurs. Et il va y avoir des cartes qui vont apporter différents bonus one time ou des bonus permanents. Et ce qui est drôle, c'est vraiment c'est genre j'y vais ou j'y vais pas, parce que par exemple les constructions de merveilles, il y a le nombre de joueurs moins 1. Donc si on joue à 4, il y a 3 emplacements, si on joue à 3, il y en a 2. Je sais pas si ça se joue à 2. Oui, mais je crois qu'il y en a qu'un, enfin je sais pas plus. Mais globalement, vous avez compris. Et du coup,
si j'y vais, du coup, des fois, je saute plusieurs cartes ou plusieurs emplacements qui sont intéressants. Mais par exemple, du coup, Joël, il sait qu'il n'a pas de place, donc il prend son temps et du coup, il a plus de cartes, en fait, plus globalement, bonus. on a 8 bateaux, on va jouer 8 coups maximum par tour. Si on veut absolument une carte, parce qu'on nourrit pas ses ouvriers, on va perdre beaucoup de points de victoire, mais qu'elle est un peu trop bas sur la rivière, on va être tiraillé entre est-ce que j'y vais tout de suite, et dans ces cas-là, comme je ne peux pas placer en amont, je pourrais placer qu'en aval, je vais avoir moins de bateaux à placer, Moins de choix, et je vais peut-être placer que 4-5 bateaux cette manche-ci, ou est-ce que je descends plus doucement, ce qui va permettre d'avoir plus d'amélioration, plus de choses, au risque de rater la carte dont j'ai absolument besoin. Et c'est un jeu de tiraillement et c'est une sensation de jeu qui est basée sur la frustration et le tiraillement qui est vraiment excellent. Ouais, et à un moment, je me rappelle, c'est soit je prenais quelque chose et du coup Joël en prenait deux, ou soit je prenais ces deux choses et Joël prenait et du coup j'ai fait le mauvais choix, j'ai perdu. Mais et en fait, honnêtement, alors il y a un facteur aléatoire. Chaque merveille va avoir c'est un mini-jeu dans le sens où c'est des manières différentes de scorer. Vous avez l'obélisque où quand on construit, la construction d'après est de plus en plus chère et ça va donner des bonus éventuellement plus importants. Au début ça coûte 1, la dernière elle coûte 10. Oui, ce qui est 9. Vous avez les colonnes où là vous n'avez pas d'interaction avec les autres joueurs, mais le premier qui finit ces colonnes va marquer plus de points, il y a une espèce de course. Vous avez la pyramide où vous avez des effets de majorité en ligne et majorité totale dans la pyramide de construction que vous avez faite. Vous avez les statues qui vont vous débloquer des bonus, des points en fin de partie, et c'est important que ce soit en fin et pas tout de suite, parce que l'ordre du tour est en fonction du plus faible score jusqu'au plus haut, dans l'ordre pour faire un système de rattrapage. Et vous avez ces cartes Sphinx. Les cartes Sphinx, c'est des cartes bonus où vous avez potentiellement un effet d'aubaine. Vous pouvez tomber sur des cartes bonus, des points de fin de partie qui sont faciles à réaliser, d'autres non. Mais l'action permet d'en piocher un certain nombre en fonction de est-ce que j'y vais tôt ou pas. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez en garder qu'une. Oui, donc même si vous en piochez par exemple 5, vous pouvez en garder une et toutes celles que vous virez, vous gagnez un point par carte. Donc il y a un avantage à en piocher beaucoup, parce que vous gagnez des points, mais vous pouvez en garder qu'une. Donc du coup, c'est quand même lissé. La chance est lissée. La chance est lissée. Parce que si vous savez que vous ne pouvez pas le faire, au pire, vous avez gagné un point. C'est pas grave. C'est un jeu qui est pas compliqué à expliquer. Il y a peu de ressources. Il y a la pierre, la force de sa main d'œuvre et les champs qu'on cultive. Et c'est très brillant la force de main d'œuvre parce qu'au début on a 4 ouvriers, on dit ah tiens je peux faire plein de choses, sauf qu'on peut pas combiner les ouvriers comme on veut. Voilà, c'est un ouvrier par emplacement de construction en fait. Sauf le maître des esclaves qui peut combiner. Le contremaître qui peut aider localement sur une des trois constructions. C'est un jeu qui est, moi je trouve très malin. Encore une fois, il y a cette tension et cette frustration et tout ça fait que pour moi, c'est dans mon top 10 des placements d'ouvriers aujourd'hui. Oui, en placement d'ouvriers, oui. Je ne sais pas dans quelle position, mais clairement, il est dans mon top 10. Ouais, non, je suis d'accord, c'est un très très bon jeu. Il a tellement de jeux que je savais même pas qu'il avait, alors que ça fait longtemps qu'il l'avait. Ça fait longtemps que j'en parle. Hein. Oui, mais ça fait longtemps que j'y joue pas, quoi. Ouais. Donc, c'est quoi ton autre jeu? Alors, c'est un jeu dont tu as déjà parlé. J'ai eu l'occasion d'y jouer 2 fois depuis. Il fait tout ce que je fais. Voilà, c'est la Familia. Alors, il paraît que le G ne se prononce pas. Donc, moi, je suis français, je dis Famiglia. Donc je vais le repitcher puisque en fait j'ai rien compris à ce que tu avais dit la fois dernière. Donc c'est un jeu. Dans les commentaires, vous direz c'est qui pitch mieux, moi ou Joël. Voilà, je pense que ou alors pour pas l'insulter, ne dites rien, surtout ne dites rien. Donc jeu de conquête de territoire à 2 contre 2, famille sicilienne mafieuse donc en Sicile. Et vous avez chaque joueur va incarner une famille avec un plateau personnel asymétrique qu'on doit débloquer. Oui, il faut débloquer, c'est sa grande expression sur ce jeu. On va avoir 4 échelles d'action où quand on va faire des actions, elles vont être plus puissantes en fonction du déblocage de son plateau. Et le déblocage du plateau va permettre d'accéder à des tuiles d'ordre. Alors, on va jouer 4 manches. Ou moins. Ou moins. Chaque manche est décomposée en 2 grandes phases. La première, ça va être du placement d'ouvriers, où on va avoir une mécanique de grille d'action,
on va placer ces pions pour faire une action, et les actions élémentaires sont je vais recruter des gens, je vais renforcer des positions, je vais conquérir des territoires qui sont vides, je vais acheter des voitures, des usines, voilà, je vais interagir sur le board comme ça. Parmi ces actions-là, vous avez aussi du déblocage de plateau, merci. Ah, j'étais perdu là, t'étais venu trop vite. Du déblocage de plateau, le déblocage de plateau va permettre potentiellement de rajouter les actions possibles à cette manche. En tout cas, tu fais exploser des voitures. Voilà, et on peut faire exploser des voitures. Et une fois que tout le monde a joué, en fait, dans les actions, pardon, on peut placer des ordres face cachée sur des emplacements où on a des troupes. Et la deuxième grande phase de chaque manche, c'est on va révéler les ordres et on va ensuite faire sauter la Fiat et le C4 et résoudre soit des combats, soit des protections, soit de la fabrication d'usines, etc. Alors, déjà la mécanique 13 € est magnifique. Je vais faire d'ailleurs une parenthèse sur le jeu qui est magnifique en termes de matériel, illustration. Vous avez un double layer qui est hyper fin, qui est très classieux, je trouve. Oui, ça suffit. C'est très, très chouette. La boîte vient avec un système de rangement qui marche. Ouais, qui est simple, mais qui marche. Donc la mécanique des manches est très chouette. Le 2 contre 2 sur un jeu d'affrontement, en fait, est une merveilleuse idée. Ouais, et il faut travailler sur la communication entre les joueurs. Ouais, je ne veux plus jouer avec lui. Je lui dis ce que je fais et il imagine ce que je vais faire. Donc ça se passe pas bien. C'est ça, c'est voilà. Parce qu'il communique pas. C'est ça. Et lui, il pose pas de questions. Donc vous voyez l'essence du jeu, c'est drôle par rapport au système de communication, mais surtout quand ça se retrouve, je dis t'as fait ça parce que moi je dis je vais faire ça. On va enchaîner. Donc c'est drôle. Ça crée des souvenirs et des interruptions. Et surtout, ça élimine l'effet de kingmaking en fait sur un jeu de conquête de territoire. Et un joueur ne peut pas se faire sortir de la partie. Et ça, je trouve ça très malin. Le fait de, moi, je m'en prends plein la gueule. Si je m'en prends plein la gueule, ça veut dire que j'en charge potentiellement moins. Et en fait, ce qui compte, c'est notre situation à tous les deux par rapport aux deux autres. Donc, moi, je vais pouvoir revenir, je vais quand même pouvoir essayer de l'aider, etc. Mais je me sens pas totalement exclu de la partie comme ça pourrait être un jeu d'affrontement à 4. Exactement. Des fois, on va pas se retrouver genre, j'ai perdu, je peux rien faire pendant une heure. Et dans ces cas-là, le joueur qui a perdu parce que tout le monde s'est acharné sur lui, il va avoir un pouvoir de nuisance qui est pénible, à la fois pour lui, parce qu'il va faire gna 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 gna, et à la fois pour les autres, quoi. Donc il va souvent aider à décider qui est le vainqueur en faisant du kingmaking. Ici, il n'y a pas du tout ça, donc ça c'est un énorme avantage de ce jeu-là. Il y a un débat sur le fait de est-ce que le jeu est chaotique ou pas, parce que les ordres vont avoir l'initiative et vous pouvez vous faire dévaster des zones où vous avez mis des ordres et du coup vous perdez vos ordres, et l'ordre du tour et l'initiative des ordres sont super importantes. On ne peut pas forcément tout prévoir et je me suis fait bien avoir par Tom la dernière fois. Voilà, et on s'est fait raser avant la fin du jeu. Et là, il est vraiment devant, je pense. Hein. Mais non, vas-y, continue. Ils aiment bien les. D'accord. Mais donc, c'est un jeu où vous avez deux manières d'y jouer. Soit vous allez essayer de tout prévoir, discuter, etc. Et ça va être long. Soit vous pouvez le jouer comme nous on le joue. De manière un peu plus décontractée. Déjà, il faut prendre l'accent italien. Ouais, à part quand on dit Arrivederci. Et il faut dire Pietro, c'est pas parce que tu couches avec ma soeur que je te fais confiance. Exactement. Voilà. Et vous avez le côté. On s'amuse. Alessandro, va charger la voiture de C4 et allume les moteurs. Donc il faut vraiment la jouer en mode roleplay. Exactement. On finit, dans une des parties, on avait fini debout, c'était au gîte avec Yoel. On finissait debout et c'est vraiment un jeu marrant. Et dans ces cas-là, la partie, elle va durer 2 heures, elle va pas durer plus. Et c'est 2 heures que personnellement, moi, je vois pas du tout passer. Exactement. Surtout quand ça joue
3 manches au lieu de 4. Oui, on perd une manche parce qu'il peut y avoir une mort subite s'il y a un. Oui, Enfin, il y a des conditions de mort subite si on contrôle une faction contrôle un certain nombre de régions et parce que Jean-Charles avait très mal communiqué, on s'est retrouvé dans cette situation. Et très mal programmé ses ordres. Et Tom a très très bien joué aussi. Tom a très bien joué. Juste pour info, il y a un financement participatif en ce moment sur Super Meeple. Alors, oui, moi j'ai la VO qui est disponible chez Golden Meeple. Ouais. Je dois dire on doit communiquer sur le fait que la VF est annoncée chez Super Meeple, elle est en financement et c'est vraiment pas cher. Moins cher que la VO. Donc on vous conseille d'investir dans la VF. Elle est à 68 €, je crois, ce qui pour la boîte, le matos, oui, c'est très chouette. Ça défie toute concurrence. Franchement. Aujourd'hui, on se serait attendu à ce qu'effectivement. À 100 €, ça m'aurait pas choqué. 80, en VO, c'est autour de 80 € et clairement, moi je m'attendais à ce que ce soit ça en VF. Il faut un positionnement où ce sera moins cher. Et oui, mais c'est que pour le financement participatif. Après, ça sera à 80 €. D'accord, il faut. Je vous conseille. Ou attendez plus tard, mais il arrive en octobre. C'est pas trop attendre. Enfin. Voilà. Ok, donc on a fini sur nos 4 jeux. Oui, maintenant on va faire le bed de la pile de la honte de Joël. Voilà, alors je vous ai dit la fois dernière. Tu sais, j'ai fait le jingle. Ouais. J'ai travaillé. Hein. La fois dernière, j'étais à 37%. J'ai beaucoup joué. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup joué, je suis allé au gîte organisé par Yoël et Séverine. Je précise ça, c'est pas organisé par First Player, c'est organisé par Yoël et Séverine. On a beaucoup joué pendant 4 jours. Et en particulier, j'ai joué à des jeux de ma pile de la honte. Alors, j'ai un peu triché dans le sens où Darwin's Journey et Familia, j'y ai joué là-bas, je les ai achetés après, et donc ils ne sont pas rentrés dans ma pile de la honte et ça dilue ma pile de la honte. C'est fair game. Fair game. Et surtout que la Familia, j'en ai fait plusieurs. Darwin, il faut que j'y rejoue. J'ai joué à d'autres jeux. Alerto était dans ma pile de la honte. J'ai joué à Anachronie. J'ai joué à Puzzle Strike, etc. Donc en tout cas, j'en suis entre l'achat de jeux auxquels j'avais déjà joué, la revente de jeux auxquels j'avais pas joué. Aussi. Oui, parce que ça rentre aussi dans ça, voilà, on se débarrasse de jeux on sait, il y a un moment donné, on ne sait plus pourquoi on les a achetés et on sait qu'on va pas y jouer. Ouais, parce que aussi nos goûts ont peut-être changé entre temps. Genre, voilà. J'aimais beaucoup les jeux avec des chats, j'aime plus les chats. Ouais. Et comme vous le voyez. Et j'ai quand même fait un effort pour jouer à pas mal de jeux. Alors, important, conseil que tu m'avais donné, c'est que je mettais dans ma pile de la honte les gros jeux, je mettais pas les jeux d'ambiance ni les petits jeux. Et en fait, tu m'as dit, si, mets-les. Parce qu'en fait, le fait de ne pas les mettre fait que tu vas pas y jouer. Et effectivement, on a joué du coup aussi à des petits jeux qui font que ça me permet de libérer des jeux de ma pile de la honte. Exact. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça te motive à passer à d'autres gros jeux. Oui. Puis, en fait, j'ai découvert des petits jeux qui étaient vraiment très bien. Ouais. Mais d'autres moins. Oui, d'autres moins. On parlera pas. Alors, on a décidé, juste par rapport aux jeux négatifs. Aux avis négatifs, ouais. Que si on est vraiment offensé par un jeu. Ouais. Ou si c'est. Alors, Earth, moi, m'avait pas vraiment offensé, mais c'était pour l'introduction du TTO. Et aussi, vous allez contre la hype aussi, parce que c'était. On était les seuls, apparemment, on est les seuls à pas avoir aimé le jeu. Donc. Non, il y a d'autres. Il y en a d'autres, mais clairement, il faut l'exprimer, quoi. Il faut qu'on. Ouais. Voilà. Bon, écoute, je pense que. Mais t'as pas dit chiffre du coup? Je suis à 34%. Voilà, 34% par rapport à 37%, donc moins 3%. Ouais, je suis en bonne voie. Bravo. Donc, à la prochaine? Oui, dans un mois. Non, ça, je ne peux pas. Je paierai tout ce que vous me demanderez. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière tasse de café que je suis venu prendre chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, un peu de franchise. Vous avez repoussé mon amitié parce que vous aviez trop peur d'être mon débiteur. Je ne voulais pas avoir d'ennui.